Vous voyez beaucoup de situations, mais même moi, dans mon entourage, j'ai déjà vu des situations incroyables parce que les successions ont été mal anticipées et ça met vraiment le bazar après dans la famille avec des comptes qui se règlent. Tout à fait. Ces meubles, cette partie mobilière dans votre acte de vente vous permet de ne pas payer les droits de mutation, donc la majeure partie des frais de notaire. Quelles sont les procédures pour diviser un logement de manière officielle? On voit sur Internet pas mal d'investisseurs qui divisent sauvagement des maisons pour en faire des appartements sans faire les déclarations nécessaires. Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 2 pour répondre à pas mal de questions avec Maître Jaladi. Merci encore une fois Maître d'être dans cette vidéo. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses intéressantes. Comme on l'a vu dans la partie 1, on va parler des honoraires des notaires, des calculs de plus-value, de la succession, de la transmission, mais également aussi de comment diviser un bien dans les règles de l'art. Pas mal de sujets intéressants. On commence tout de suite. C'est parti. Go! Alors si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle d'investissement immobilier au sens large, on parle beaucoup d'investissement dans l'ancien. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien juste en description. Si vous souhaitez investir, passer à l'action, nous avons actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs pour vous aider à trouver des affaires rentables sur toute la France. Regardez notre site internet et n'hésitez pas à nous mandater si vous avez besoin et envie de passer à l'action par des personnes expérimentées. Alors pour cette première partie, comment se calculent les honoraires des notaires et est-ce qu'on peut les diminuer ou pas? Est-ce qu'ils sont négociables d'ailleurs ou pas? Ou est-ce que tout va dans votre poche? Oui. Je sais bien que non. Mais... Tout d'abord, donc les frais de notaire, donc ce qu'on appelle maintenant plus couramment les frais d'acte, puisque les frais d'acte ou frais de notaire, c'est constitué par 85% de taxes dues au département, à la commune et au trésor public. Une partie donc pour le service de la publicité foncière qui enregistre et publie votre acte d'achat. Et ensuite les 15% restants, c'est pour l'étude notariale qui a reçu l'acte, qui se répartit éventuellement les honoraires avec, comme on l'a vu tout à l'heure, l'autre notaire en participation qui représentera l'autre partie dans l'acte de vente. Donc voilà pour les frais de notaire. Ensuite, les frais de notaire peuvent être amenés à être diminués dans un acte de vente, notamment si vous rajoutez donc des meubles, donc des objets mobiliers donc dans la vente. Alors attention, c'est une tolérance de l'administration fiscale. Donc le mieux est de produire des factures pour ces meubles, pour cette liste de meubles que vous donnez et que vous indiquez dans l'acte de vente. Si vous n'avez pas de facture, il y a une certaine tolérance de l'administration fiscale encore dans certaines régions, mais ce n'est pas le cas partout et ce n'est pas national. Donc le mieux est d'indiquer et de faire une liste de meubles uniquement sur les meubles dont vous avez la facture d'achat pour le justifier au cas où auprès de l'administration fiscale. Ces meubles, cette partie mobilière dans votre acte de vente vous permet de ne pas payer les droits de mutation, donc la majeure partie des frais de notaire sur cette partie-là. Donc ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que souvent on achète, il y a soit une partie un peu meublante, donc c'est intéressant d'avoir cette notion. Et soit on a les factures, effectivement, c'est encore mieux. Effectivement. Alors qu'est-ce qu'on considère, comme dans la partie meublante? Donc justement, les meubles, ça peut être donc tout d'abord l'électroménager, laissé dans une cuisine. Et ça peut être tous les meubles, ça peut être une table, ça peut être un canapé, ça peut être quand on achète une maison qui a une piscine, ça peut être le robot de la piscine, ça peut être le volet roulant. Voilà, c'est tout ce qui est meuble, donc tout ce qui par définition et par contradiction juridique n'est pas immeuble. Donc tout ce qui est fixé au mur comme les éléments de cuisine, les placards de rangement ou autres hauts et bas, dans ce cas-là ne pourraient pas normalement être intégrés dans une liste de meubles puisque c'est ce qu'on appelle un immeuble par destination,
puisque par définition, le vendeur ne peut pas partir avec les éléments de cuisine qui sont fixés au mur et fixés au bien immobilier. Intéressant. Tout ce qui est fixé au mur fait partie de la partie immobilière exactement. et ne peut pas être intégré dans la partie meuble. Effectivement. D'accord, intéressant. Tout à fait. Ensuite, un autre levier pour faire baisser donc les frais de notaire, ça peut être donc quand la commission de l'agence qui a négocié votre vente est à la charge de l'acquéreur. Il n'est pas inclus dans le prix de vente. Ben dans ce cas-là, en fait, vous ne paierez pas les frais de notaire sur cette partie-là, parce que les frais de notaire se calculent par rapport au prix de vente. Donc, si la commission est à la charge de l'acquéreur, elle ne sera pas incluse, elle ne sera pas englobée dans le prix de vente. Encore une fois, si l'agence a fait signer un mandat donc à vous côté vendeur, ce qui est la majorité des cas, dans ce cas-là, l'agence n'a pas le droit de faire basculer cette commission à la charge de l'acquéreur. Donc là, l'agent immobilier ne pourra pas faire ce qu'il veut en ce sens. Tout à fait, il n'y a pas de modification possible. Mais c'est une petite subtilité à connaître, c'est-à-dire à anticiper peut-être dès le départ, au moment où vous confiez un mandat de recherche ou un mandat de vente, de mettre les honoraires effectivement à la charge acquéreur, ce qui évite d'avoir le calcul des frais de notaire sur cette partie honoraire. Mais encore une fois, il n'est pas possible pour l'agence immobilière qui a négocié votre vente de faire ce qu'on appelle basculer la commission d'agence donc à la charge du vendeur, à la charge de l'acquéreur, si un mandat a déjà été signé par le vendeur. Ça serait illégal. D'accord. Et donc, au niveau de la négociation, je connais la réponse. Évidemment, vos tarifs sont imposés, réglementés, et donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'ajustement il y a un barème possible. National, effectivement. Tout à fait. Donc vous choisissez votre notaire à Paris ou en province. Donc les frais de notaire sont les mêmes. En tout cas pour ce qui concerne l'immobilier, tout ce qui concerne les ventes immobilières. Puisqu'après, par exemple, le droit des affaires, droit des sociétés, etc. C'est ce qu'on appelle des honoraires libres. Et donc dans ce cas-là, libre au notaire justement de fixer ces D'accord, honoraires. Très bien. D'ordre indicatif, quelqu'un qui souhaite créer une SCI, dans votre étude à peu près, quel est le tarif que vous pratiquez pour une SCI ou une société commerciale? Vous avez Alors pour créer une SCI, alors société commerciale, c'est vrai que là on demande plutôt aux clients de voir avec leur expert comptable ou leur avocat spécialisé en droit des affaires. Mais par contre les SCI dans l'immobilier, nous sommes autour de 1 000 € hors taxe, donc 1 200 € TTC, avec des débours en plus, des frais de dossier, mais qui ne sont pas des émoluments, qui ne sont pas des honoraires, mais pour les pièces demandées au greffe, pour faire les droits d'enregistrement, exactement. Ça s'évalue à peu près à 250 € à peu près pour donner. Mais voilà, les honoraires purs pour l'étude notariale et la rémunération de l'étude, nous sommes autour de 1 000 € hors taxe. Ça donne un ordre d'idée. Très bien. Donc maintenant, on va parler un petit peu du calcul de la plus-value. Comment l'anticiper, parce que il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Comment se calcule la plus-value et éventuellement comment l'optimiser, pour essayer d'optimiser son patrimoine. Exactement. Donc, comment se calcule la plus-value immobilière? Tout simplement, tout d'abord, c'est la différence entre le prix d'acquisition, donc la valeur d'entrée dans votre patrimoine, et le prix de vente, donc le prix à la sortie de votre patrimoine, donc lors de votre achat et lors de votre vente. Donc, il y a un taux qui s'applique pour votre calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière, qui est de 19% pour l'impôt sur le revenu et de 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc, ça fait un total de 36,20%. Sachant que vous pouvez avoir des exonérations possibles pour l'impôt sur la plus-value. Donc l'exonération principale, c'est lors de la vente de sa résidence principale. Donc la résidence le bien immobilier que vous occupez effectivement et habituellement. Donc là, il peut y avoir un faisceau d'indices par rapport, l'administration fiscale pourrait vérifier vos consommations électriques, consommation d'eau, le changement d'adresse, votre affiliation au centre des impôts, etc. Voilà, tout pourrait être regardé par l'administration fiscale pour remettre en cause justement cette exonération. La seconde exonération sur l'impôt sur la plus-value, donc vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value non plus si vous vendez un bien immobilier dont le prix est inférieur à 15 000 €. Oui, exact. Donc là, on est automatiquement exonéré. L'exonération également que l'on utilise, que les clients utilisent souvent, alors et qui peut-être n'est pas forcément connu par tous, c'est lorsque vous vendez un bien immobilier qui n'était pas votre résidence principale, évidemment. Donc une résidence secondaire ou un investissement locatif, donc ça peut parler à vos investisseurs. Tout à fait. Le fait de ne pas être propriétaire de sa résidence principale donc dans les 4 dernières années
et de réemployer ce prix dans les 2 prochaines années pour l'achat de sa résidence principale. D'accord. Voilà. Okay. Là, dans ce cas-là, voilà, vous pourriez être exonéré partiellement ou totalement de l'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'est très intéressant et c'est pas connu par tous. C'est pas très connu, effectivement. Ouais. Mais il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale dans les 4 dernières années et avant la vente. Le fruit de la vente dans les 2 ans. Tout à fait. D'accord. Mais intéressant, je pense que ça, c'est une notion qui est assez peu connue et qui peut être utilisée dans certains cas. Sachant que, également, si vous détenez le bien immobilier que vous vendez depuis plus de 30 ans, vous êtes totalement exonéré également. Donc, au bout de 22 ans de détention de propriété, vous êtes exonéré de l'impôt sur la plus-value. Et ensuite, les prélèvements sociaux subsistent jusqu'à la 30e année de détention de votre bien immobilier. Tout à fait. Voilà. Donc là, on parle de la partie, bien sûr, acquisition en nom propre. Donc, imposition en nom propre, imposition pour les sociétés à l'impôt sur le revenu. Exactement. Puisque les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu sont soumises au régime des plus-values des particuliers, contrairement aux sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés, où là, ça sera votre expert comptable, votre comptable, qui vous calculeront l'impôt éventuel sur la plus-value immobilière. Tout à fait. Bon, moi, vous savez ce que je pense de toute manière, en tant qu'investisseur, vous savez que quand on construit un patrimoine, déjà pour trouver une bonne affaire, c'est difficile. Pour la faire financer, c'est difficile. Pour faire les travaux aussi, une fois qu'on a une belle affaire qui roule avec des bons locataires, le but, c'est de la garder le plus longtemps possible et même peut-être éventuellement de transmettre aussi tout ce qu'on a construit. C'est l'avantage avec l'investissement locatif, c'est que ça ne s'arrête pas même à notre mort. C'est bien en plus anticipé, ça peut se transmettre assez bien et générer des revenus sur plusieurs générations. Donc moi, vraiment de cette manière-là que je vois l'investissement immobilier. C'est pas juste faire des allers-retours ou faire du marchand de biens, des choses comme ça. Mais je trouve que ça permet comme ça d'avoir une vision sur le long terme de construction. Exactement. Ça me fait rebondir justement sur les opérations de marchand de biens, puisqu'on parle des frais de notaire, frais d'acte. Pour les marchands de biens, en tant que société enregistrée... Assujettie à la TVA. Assujettie à la TVA. Tout à fait. D'accord. Ils peuvent bénéficier de frais réduits. Exactement, de frais réduits si jamais les associés de la société s'engagent dans l'acte d'acquisition, dans l'acte de notaire, à revendre le bien dans les 5 années suivant l'acte de vente, ou à construire un immeuble neuf sur éventuellement un terrain ou en démolissant un bien immobilier et en reconstruisant un bien immobilier. Mais en tout cas, c'est soit la production d'un immeuble neuf au sens juridique du terme ou la revente du bien immobilier que vous achetez qui vous permettront de bénéficier de ce taux réduit de frais de notaire, effectivement. D'accord, donc là c'est que c'est des taux qui sont bien plus bas, au moins 50% de moins. Oui. Mais il y a 5 ans pour tout revendre. Donc ceux qui achètent des immeubles et qui les divisent effectivement en plusieurs appartements, ils ont 5 ans pour vendre la totalité du projet. Oui. Sinon, si c'est pas fait, ils vont devoir rembourser la différence des frais non perçus. Exactement, tout à fait. Les droits de mutation pourraient être dus que n'a pas encaissé l'administration fiscale. Tout à fait, les droits de mutation pourraient être dus à ce moment-là si jamais l'obligation qu'ils avaient prise dans l'acte d'achat n'a pas été respectée. D'accord. Alors en cas de vente, le prix de vente, est-ce qu'il va dans notre poche ou est-ce qu'il va à la banque? Alors évidemment, c'est si on a un prêt. Si vous avez un prêt, oui, tout à fait. Donc, des fois, on peut avoir un prêt et finalement récupérer le fruit de la vente. Exactement. Dans quel cas? Voilà, justement. Donc, lors de la vente de votre bien immobilier, le notaire prélèvera sur le prix l'impôt sur la plus-value immobilière. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Mais il pourra également et devra prélever sur le prix le montant de votre prêt. D'accord. À certaines conditions, c'est-à-dire que s'il y a une hypothèque qui avait été prise par votre banque lors de votre acquisition, donc une garantie, ce qu'on appelle réelle, on en a parlé tout à l'heure de la garantie hypothécaire, s'il y a une hypothèque qui est prise, nous on devra demander en tant que notaire un décompte des sommes restant dues sur le prêt au jour de la vente, donc un décompte de remboursement anticipé, où on devra verser à la banque, sur un compte dédié à la banque, les sommes restant dues sur votre prêt. Et le delta,
on pourra le reverser au client. Par contre, si c'est une garantie de type caution, donc personnelle, qui avait été prise par votre banque lors de votre acquisition et lors de la souscription de votre prêt, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'obligation par le notaire de rembourser votre prêt. Donc là, il y aura deux options. Nous, on laisse deux options pour nos clients. Soit ils nous fournissent eux-mêmes un décompte de remboursement anticipé du prêt, et donc dans ce cas-là, on fait le versement directement du prêt à la banque et le delta pour vous-même, ou alors on peut vous verser directement sur le compte de l'acquéreur l'entier prix, pardon, effectivement, et ensuite vous verrez avec votre banque pour le remboursement de ce prêt. Généralement, c'est ce qui est choisi par les clients. Ils préfèrent encaisser la totalité et ensuite se rapprocher de leur banque, donc quand il y a une caution qui avait été prise par la banque, pour le remboursement de ce prêt. Alors c'est vrai que c'est une notion intéressante et importante, encore plus aujourd'hui où les crédits immobiliers sont en train d'augmenter avec des taux qui augmentent. On peut se poser la question en tant qu'investisseur de faire éventuellement une demande de transfert de prêt, et de conserver son prêt, puisque quand on a remboursé 6, 7, 8 ans, on a remboursé pas mal d'intérêts au début et on rembourse de plus en plus de capital avec des taux d'il y a quelques années qui étaient vraiment très très bas, plutôt que refaire un nouveau prêt avec des taux actuels beaucoup plus hauts et repartir avec des intérêts plus élevés en première partie d'amortissement. Donc cette option n'est pas possible quand une hypothèque a été prise par la banque, puisque le prêt et la garantie, elle a été faite sur un bien immobilier que vous vendez, dont vous n'êtes plus propriétaire du bien immobilier. Donc le transfert ne pourra certainement pas se faire auprès de votre banque. Par contre, ce qui serait possible, effectivement, s'il y a une caution qui a été prise, puisque c'est vous, personne physique, ou c'est une société de caution qui s'est portée caution pour vous au cas où vous ne remboursez pas vos mensualités. Donc la garantie est prise sur votre tête, personne physique, acquéreur. Donc elle pourrait effectivement suivre votre personne physique. Et même si vous changez de bien immobilier, même si vous devenez propriétaire d'un autre bien immobilier, effectivement. Très bien. Alors rapidement aussi, une question que je voulais vous poser par rapport au bail notarié. On entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet, donc j'aimerais avoir vraiment l'avis d'un notaire sur ce type de bail. En tant qu'investisseur, souvent on a besoin d'être sécurisé, et donc c'est vrai que la question du bail notarié, c'est quelque chose qui arrive aussi en questionnement, parce qu'on se dit effectivement ça peut mieux nous sécuriser, ça peut être intéressant de l'étudier. Donc quelles sont les différences finalement d'un bail notarié, d'un bail classique qu'on peut faire en agence ou en tant que particulier? Tout à fait. Donc on distingue en fait le bail sous seing privé, donc qui n'est pas fait devant notaire, ou le bail donc authentique ou bail notarié par rapport à un bail commercial ou un bail d'habitation. Donc l'intérêt principal, donc il y a trois intérêts principaux par rapport à un bail notarié. Donc les avantages, c'est tout d'abord une conservation pendant 75 ans, puisque nous en tant que notaire, on doit conserver nos actes à l'étude pendant 75 années. Donc ça permet que le bail ne soit pas perdu, ce qui pourrait être le cas entre particuliers quand on signe un bail, où on peut perdre le document principal. Donc là, il peut y avoir des difficultés ensuite. Oui, ça sera embêtant. Il y a des conséquences, effectivement. Ensuite, le second avantage d'un bail notarié, c'est de conférer une date certaine à l'acte. Donc c'est-à-dire que effectivement, l'acte notarié vous donne la date certaine, et la date ne pourrait pas être remise en cause de la signature du bail en fait. D'accord. Tout à fait. Donc si on signe par exemple ce jour, la date de février 2023 ne pourrait pas être remise en cause, contrairement à un bail entre particuliers où la date n'est pas forcément certaine. D'accord. Oui, il peut y avoir des usurpations, il y en a qui laissent la date vide, ils remplissent plus tard. Alors là, ça ne peut pas être remis en cause. Discussion. Exactement. Et le troisième intérêt, c'est l'intérêt principal, c'est que nous, en tant que notaire, quand l'acte sera signé, on va remettre une copie exécutoire donc au bailleur, au propriétaire qui va s'engager avec le locataire. Et donc cette copie exécutoire, c'est comme ça a la même valeur qu'un jugement. C'est-à-dire que le bailleur peut faire exécuter, si jamais il y a des retards ou des incidents dans les mensualités ou dans les loyers qui ne sont pas payés par le locataire, le bailleur pourrait faire exécuter sans jugement et pourrait demander au juge en fait d'aller demander au locataire tout simplement le versement de ses loyers, tout simplement. Donc on gagne du temps, on évite quelques mois de procédure. Exactement. Et effectivement, on peut missionner un huissier directement avec cette copie exécutoire qui va faire exécuter finalement. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de décision judiciaire. La décision de la justice, mais qui n'a pas eu, puisqu'elle est exécutoire. Tout à fait. Oui, donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'est vraiment la force principale d'un acte authentique et d'un acte notarié. Exactement. Le coût, pour savoir à peu près, est-ce que ça c'est des frais qui sont variables suivant les études ou Tout à fait, c'est des frais variables
pas puisque nous n'avons pas de barème national qui fixe nos honoraires et nos émoluments sur cet acte-là. Les honoraires sont libres lors de la signature d'un bail chez le notaire, d'un bail notarié. Donc entre les études, il pourra y avoir une disparité sur ces frais. Nous, en général, on se base par rapport à un mois de loyer hors taxe pour calculer nos honoraires. D'accord, donc effectivement, ça reste tout à fait classique en fait de ce qu'on a l'habitude de voir dans les agences immobilières. Exactement. Donc autant ne pas s'en priver. On a fait plusieurs beaux notariés et commerciaux aussi ensemble. Et c'est vrai que quand on veut sécuriser les choses, bon, on a vu tous les avantages, mais ne serait-ce que le contexte, quand vous amenez votre locataire dans une étude avec la procédure, le formalisme, je pense que ça cadre un petit peu les choses et ça évite aussi au locataire de se dire, bon, on a signé un bail sur un bout de comptoir au bistrot, un petit peu à l'arrache et je pense que dans l'esprit des locataires déjà ça évite pas mal de soucis. Et puis effectivement, outre les trois avantages que je vous ai donnés pour un acte notarié, c'est surtout le conseil qu'il va y avoir pendant l'acte ou en amont de l'acte sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui est d'ordre public, donc ce qui n'est pas négociable entre bailleurs et locataires et ce que vous pouvez négocier entre vous. Oui, tout à fait. Alors parlons un peu de succession, parce que c'est vrai que pour moi, un notaire, le rôle premier parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est surtout d'anticiper sa succession, sa transmission, d'avoir du conseil sur ce sujet. Et on n'y pense pas assez en tant qu'investisseur, et c'est vraiment dommage de ne pas anticiper ça, de construire quelque chose de beau et qui ne pourra pas bien se transmettre. Il peut y avoir de gros soucis financiers, mais même personnels, et mettre sa famille finalement dans des situations délicates. Exactement. Et donc, je pense que la première chose, c'est déjà de bien organiser tout ça. Donc, quel est votre conseil par rapport à ça quand on investit? Est-ce que, bon après, bien sûr, la relation amoureuse, mais est-ce qu'il vaut mieux être marié ou est-ce qu'on peut faire la même chose avec un Pacs? Est-ce qu'il faut faire un testament? Est-ce qu'il faut faire des contrats? Comment bien organiser tout ça pour être le plus protégé? C'est ce que l'on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est très important d'anticiper sa succession et la transmission de son patrimoine. Donc, bien venir voir le notaire en amont. Vous ne serez jamais assez jeune à venir voir votre notaire. C'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, tout d'abord, vous confère, donc pour le conjoint survivant, donc dans le cas de votre décès, si vous êtes marié, sur n'importe quel régime, ça peut être le régime de la communauté, de la séparation de biens, avec ou sans contrat de mariage, automatiquement, le conjoint survivant hérite de son conjoint. D'accord. Donc, il peut hériter dans des conditions différentes. Il aura automatiquement un quart en pleine propriété, donc de l'intégralité du patrimoine de la personne décédée. Et si la personne décédée n'avait pas d'enfant d'une autre union, dans ce cas-là, il pourra également avoir l'option en usufruit, ce qui est une option très intéressante, puisque ça vous permet, vous, en tant que conjoint survivant, d'avoir automatiquement l'intégralité du patrimoine en jouissance de la personne décédée. C'est-à-dire que vous aurez accès à tous les comptes bancaires de la personne décédée. Vous aurez accès et vous pourrez occuper jusqu'à la fin de vos jours le bien immobilier, soit qui appartenait en propre à la personne décédée ou que vous aviez acheté ensemble entre conjoints. Donc voilà, l'usufruit vous permet en fait, qui est l'option importante dans les successions, vous permet d'avoir accès en fait à tous les patrimoines de votre conjoint et de garder entre guillemets le même cadre de vie que si votre conjoint était là. Alors ça, il faut faire un contrat à part ou est-ce qu'il faut faire un testament? C'est la loi qui le prévoit. À partir du moment où on est marié. Exactement. Automatiquement, à partir du moment où vous êtes marié, que vous ayez des enfants ou sans enfants, vous avez le droit automatiquement à avoir l'usufruit et l'anti-usufruit du patrimoine de votre conjoint, c'est-à-dire avoir la jouissance de tous ses comptes bancaires, de la maison, pouvoir louer le bien immobilier, encaisser les loyers en totalité, etc. Ce que ne permet pas si vous êtes pacsé ou si vous êtes en concubinage. Tout d'abord, alors ce que j'ai oublié, pardon, pour tout à l'heure pour le mariage, c'est qu'en tant que conjoint survivant, vous êtes automatiquement exonéré des droits de succession. C'est-à-dire que vous ne paierez pas de fiscalité, pas de taxes à l'administration fiscale si vous héritez de votre conjoint. Oui, c'est intéressant. Voilà, tout à fait. Le Pacs permet également, si vous êtes pacsé, permet également d'être exonéré des droits de succession, mais par contre, vous n'héritez pas. Donc, si vous voulez, si vous ne faites pas de testament entre vous, partenaires pacsés,
vous ne payez pas de droits de succession, mais vous n'héritez pas. Donc, on n'hérite pas automatiquement. Exactement. Pas de lien Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir votre notaire et de peut-être faire un testament pour vous donner soit la jouissance du bien immobilier pour que vous puissiez occuper jusqu'à la fin de votre jour en tant que partenaire survivant le bien immobilier, ou soit, enfin voilà, votre notaire vous conseillera parce que chaque cas, j'imagine, est particulier. Mais là, on essaye de faire quelques généralités pour essayer de que ça puisse correspondre à déjà des situations principales. Par contre, donc là, la troisième union, donc c'est l'union de fait, c'est le concubinage. Alors là, par contre, entre concubins, vous n'héritez pas évidemment comme les partenaires pacsés de votre concubin décédé. Et en plus, vous paieriez, donc vous êtes des étrangers aux yeux de la loi l'un à l'autre. Donc vous auriez 60% de droits à payer sur ce que vous récupérez de votre concubin si jamais vous aviez fait des testaments entre vous. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir le notaire. Si vous êtes concubin, peut-être le notaire va vous conseiller de vous pacser et de faire un testament ou de vous marier pour pouvoir avoir l'héritage de votre conjoint et être surtout protégé. Puisque quand, par exemple, vous n'êtes pas propriétaire de la résidence principale ou en tout cas que votre conjoint était propriétaire d'une partie de votre résidence principale, dans ce cas-là, vous pourriez être amené à partir de cette résidence principale si vous n'êtes pas protégé en amont avec les conseils du notaire. Vous voyez beaucoup de situations, mais même moi, dans mon entourage, j'ai déjà vu des situations vraiment incroyables parce que les successions ont été mal anticipées et ça met vraiment le bazar après dans la famille avec des comptes qui se règlent et c'est vraiment dommage de laisser ça alors que c'était pas le. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir son notaire puisque chaque famille est différente avec des familles recomposées, des familles qui ne sont pas recomposées, avec des enfants d'une seule union. Voilà, chaque vraiment situation est différente en droit de la famille. Et c'est important d'aller voir votre notaire, soit pour anticiper la transmission de patrimoine, ou soit pour le prévoir dans un testament. Tout à fait. Moi, dans ma situation, c'est un peu particulier. J'ai un enfant d'une première union, j'ai 2 enfants avec ma femme actuelle, et c'est vrai qu'on a bien regardé ensemble pour bien sécuriser les choses et que tout soit bien le plus fluide possible. Exactement. Et donc, il y a à chaque fois des choses à faire. On fait un contrat de mariage, on a fait des choses comme ça pour que tout soit bien sécurisé. Les contrats de mariage, les donations dernier vivant, aux donations entre époux, qui sont importantes dans le cas où vous avez des enfants d'une précédente union. Là, la donation entre époux, comme c'est votre cas, est très importante puisque ça vous permet de rajouter cette option en usufruit que la loi ne prévoit pas quand on est des enfants d'une première union. Voilà, donc chaque cas est encore une fois très particulier. Oui, tout à fait. Et surtout, de rassurer aussi votre partenaire, de rassurer un petit peu tout le monde et d'être le plus transparent possible sur la suite. Voilà. Moi, je trouvais que c'était bien, mais chacun après a sa propre vision là-dessus. Mais je trouve que c'est bien que dans la nouvelle génération, on soit un petit peu au fait de tout ça et que ce soit plus simple, alors que peut-être à l'époque, c'était un peu plus caché, on ne savait pas. Moi, je sais que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on ne pouvait même pas en parler, on ne pouvait rien dire. Et je trouvais ça un peu dommage. Alors, tout le monde ne savait pas trop, mais ne t'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il faut. Mais oui, mais quoi, comment on a besoin. Et plus les années passent, plus les inquiétudes montent. Et je trouvais que c'était dommage d'avoir ce sentiment-là au sein des familles, alors qu'il aurait pu être. Moi, comme je dis toujours, anticiper ne fait pas mourir. Hein. Donc, c'est vrai que c'est important de l'anticiper. Tout à fait. Exactement. Très bien, merci pour cette réponse. Dernière petite question, parce qu'après, il va falloir aller manger parce qu'il est tard, on est fatigué. Donc, au bout de toutes ces heures. Alors, on va parler rapidement de la division d'un logement, parce que j'ai reçu ce type de questions. Quelles sont les procédures pour diviser un logement de manière officielle? On voit sur Internet pas mal d'investisseurs qui divisent sauvagement des maisons pour en faire des appartements sans faire les déclarations nécessaires et sans en parler forcément aux administrations. Et c'est pas du tout la bonne méthode, évidemment. Donc, on peut faire assez simple, il y a quelques étapes à respecter pour être en règle avec la loi. Est-ce que vous pouvez nous donner le process? Donc effectivement, pour diviser une maison donc en plusieurs logements, il va falloir tout d'abord contacter un géomètre qui va lui établir des plans, qui va établir également un diagnostic technique global, donc DTG, qui va être obligatoire si vous mettez en copropriété un bien qui a été construit depuis plus de 10 ans.
Il va établir également une trame de règlement de copropriété qui sera ensuite publiée par le notaire. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous mettez en copropriété ou non? Ça dépend si vous gardez la propriété de tous les logements qui sont contenus dans cette maison, que vous divisez. Si vous gardez la propriété de tous les logements de la maison, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de faire un règlement de copropriété. Par contre, si vous revendez ce qu'on appelle à la découpe, que vous souhaitiez revendre un ou plusieurs logements dans la maison, là, il y aura plusieurs propriétaires in fine donc sur les logements de la maison. Donc, il sera important et opportun de faire un règlement de copropriété. D'accord. Pour pouvoir le diviser en lots. D'accord. Si on est monopropriétaire, il n'y a pas nécessité finalement d'enregistrer un règlement de exactement, puisque vous êtes propriétaire de tous les logements, donc il n'y a pas besoin de distinguer les lots à l'intérieur, en tout cas juridiquement, de distinguer les lots à l'intérieur de la maison. Donc après, c'est au niveau de la mairie, au service de l'urbanisme, une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire en fonction. Une autorisation d'urbanisme qui sera, alors souvent, généralement, ça peut être le géomètre qui peut vous accompagner et qui vous aiguillera sur l'autorisation d'urbanisme à demander, ou votre notaire, mais c'est souvent le géomètre qui pourra vous aiguiller sur l'autorisation d'urbanisme à demander à la commune ou à la mairie pour pouvoir diviser en logement la maison. Et les conditions que la mairie attend aussi pour cette division. Il y a souvent des places de stationnement qui sont demandées. Et encore une fois, ça dépend des mairies, ça dépend des secteurs, des communes. Exactement. Donc ça, il faut vraiment appeler chaque service d'urbanisme de votre secteur pour avoir les réponses en fonction des dates à laquelle vous voulez le faire aussi, parce que c'est des choses qui évoluent et qui changent aussi régulièrement. Et donc sur ça, justement, sur ces opérations, votre notaire peut vous accompagner dans les démarches et dans les conseils, notamment ce qui est le plus opportun pour vous en fonction de ce que vous souhaitez faire et quel sera le futur usage de cette maison que vous achetez pour une division. Parfait, très bien. Mais merci maître, on arrive au bout de cet échange. Merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté aussi de témoigner, d'apporter tous vos conseils. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, je vous invite à me les noter en commentaire. J'y répondrai et éventuellement Maître Jaladi pourra vous apporter des éléments de réponse. Mais comme il vous l'a dit, il vaut mieux quand même aller consulter votre propre notaire pour avoir des réponses précises selon vos situations. Parce qu'il y a souvent pas mal d'éléments à prendre en compte, évidemment. Tout à fait. Et puis sinon, pensez à vous, passez à l'action surtout, parce qu'il n'y a que ça qui fait qu'on avance. Et c'est vrai que quand on a peur, au début, on ne connaît pas, on arrive dans un cabinet de notaire, on ne sait pas trop par quoi commencer, mais c'est en y allant, en discutant, on rencontre des gens riches, très intéressants, qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans tous vos projets. Et donc, n'hésitez pas à franchir la porte, parce que vous serez bien reçu et bien accompagné. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt les investisseurs. Ciao. Merci.